Bismillahirrahmanirrahim. Chers auditeurs, chères auditrices, soyez les bienvenus une autre fois dans un nouveau cours de droit pénal général dans cette chaîne des vidéos des juristes marocains. Aujourd'hui, on va traiter le sujet de l'infraction dans le cadre du cours de droit pénal général. Alors, cette présentation traitera trois axes. Premièrement, on va définir l'infraction, puis les différentes classifications de l'infraction et dernièrement, les éléments constitutifs de l'infraction. Nous allons voir dans la vidéo suivante la tentative, le concours d'infraction, les excuses légales de l'auteur de l'infraction. Vous allez voir que ces titres ont été bien choisis puisqu'ils représentent des thématiques traitées dans le code pénal. Alors, pour la définition, le code pénal définit dans l'article 110 l'infraction comme un acte ou une abstention contraire à la loi pénale et réprimée par elle. Donc, c'est un acte positif, c'est-à-dire actif, il y a une activité en fait, ou bien c'est être passif, la passivité, c'est-à-dire ne pas faire. Alors, lorsqu'il s'agit de faire ou ne pas faire quelque chose, conditionné par sa description expresse dans le code pénal, ça représente une infraction. Bien sûr que la loi accorde dans l'article 124 et 125 des faits justificatifs qui suppriment l'infraction. Alors, on peut conclure que il y a un degré de gravité dans les actes commis par l'auteur de l'infraction. Alors, selon cette gravité, on peut classifier dans un premier temps les infractions en trois catégories. Il y a les contraventions, les délits et les crimes. Ils sont tous les trois sanctionnés pénalement, mais ils se différencient selon leur gravité et selon les types de sanctions encourues, et selon aussi les juridictions compétentes pour juger les auteurs et les délais de prescription applicables. Alors, la contravention dans le code pénal marocain est un acte puni d'au moins un mois et d'une amende qui varie entre 30 à 1200 dirhams. Bien que les délits sont de deux catégories. Il y a les délits juridictionnels et les délits de police. Alors, les délits juridictionnels, normalement, leur sanction est supérieure de 2 ans et moins de 5 ans. Ce sont les délits correctionnels. Pour les délits de police,
l'infraction que la loi punit d'une peine d'emprisonnement dont il fixe le maximum à 2 ans ou moins de 2 ans ou d'une amende de plus de 200 dirhams est un délit de police. Pour le délit correctionnel, on a dit que c'est ça la différence. Il est puni d'une peine d'emprisonnement dont il fixe le maximum, c'est-à-dire la loi, à plus de 2 ans. Et pour la troisième catégorie, c'est-à-dire la plus grave, qui est appelée, oui, très bien. Donc, ce sont les crimes. Et ils ont des peines criminelles principales qui sont la mort, la réclusion perpétuelle, la réclusion à temps pour une durée de 5 à 30 ans, la résidence forcée, la dégradation civique. On peut aussi classifier les infractions selon d'autres critères. On peut parler de l'infraction obstacle. En droit pénal, l'infraction obstacle est celle dont la définition légale ne sanctionne pas le résultat d'un acte dommageable, c'est-à-dire l'atteinte, mais l'accomplissement d'actes préparatoires. Exemple, lorsqu'il y a une association de malfaiteurs, on peut sanctionner les gens pour le fait de combiner et de s'entendre pour constituer cette bande de malfaiteurs. Donc on réprime le fait de se rassembler en vue d'organiser la commission d'un crime ou délit. On peut aussi parler de l'infraction instantanée. Et l'infraction instantanée, c'est un agissement illicite au regard du droit pénal qui se caractérise par le fait qu'il se produit dans un laps de temps très très court et ininterrompu. Par exemple, le vol. Le vol constitue une infraction instantanée dès lors qu'il résulte de la soustraction de la chose d'autrui. Il y a aussi l'infraction continue. C'est une infraction dont la consommation se réalise par un acte qui dure dans le temps. L'acte s'accomplit et ne sera définitivement accompli qu'à la cessation de l'infraction. Par exemple, la séquestration ou bien le recel de choses volées ou le port illégal de décoration ou port illégal d'armes. Il y a aussi l'infraction simple. L'infraction simple est une infraction dont la consommation suppose l'accomplissement d'un acte unique. Par exemple, dans le cas de meurtre, un coup de feu suffit. Là, on peut dire que la plupart des infractions sont des infractions simples. L'infraction complexe. L'infraction complexe est une infraction dont la consommation suppose l'accomplissement de 2 actes, c'est-à-dire l'un dépend de l'autre. Ces actes peuvent être de nature différente ou de même nature. Donc l'infraction ne sera considérée comme accomplie que si les 2 actes ont été accomplis. Nous allons prendre l'exemple du délit d'escroquerie. Alors ce délit suppose pour être consommé, d'une part, une manœuvre frauduleuse accomplie par l'escroc et d'autre part, la remise d'une chose à l'escroc par la victime. Donc l'escroquerie n'est consommée que si les 2 actes ont été consommés. Il y a aussi l'infraction complexe. Pardon, l'infraction d'habitude.
Infraction d'habitude. L'infraction d'habitude est une infraction pénale, ce qui veut dire qu'il est puni par une amende ou une peine de prison, selon sa gravité. Un acte ne peut donner lieu à la condamnation judiciaire en tant qu'infraction pénale que si un texte prévoit expressément qu'il constitue une infraction pénale. Par exemple, si aucun texte ne réprimait le viol, ce dernier ne serait pas une infraction pénale. Il n'y a donc pas d'infraction pénale ni de peine, amende ou prison sans texte. Et ça, c'est un principe. Le principe de l'égalité. L'infraction matérielle ou infraction formelle. Les infractions matérielles et les infractions formelles supposent toutes deux l'accomplissement d'un acte matériel. Cette distinction ne signifie pas que les infractions formelles ne supposent pas un acte matériel. La distinction est fondée sur la nécessité ou la non de la réalisation d'un résultat. Une infraction matérielle est une infraction dont la réalisation suppose un dommage. C'est pourquoi on l'appelle aussi infraction de résultat. Et la plupart des infractions sont des infractions matérielles. À l'inverse, une infraction formelle est une infraction consommée par le seul accomplissement de l'acte incriminé, même s'il n'a commis aucun dommage. On parle aussi de l'infraction de moyens. Exemple, l'empoisonnement est défini comme un attentat à la vie par l'effet de substances qui peuvent donner la mort et quelles qu'en aient été les suites. Le délit de fabrication de fausses monnaies est constitué par le seul fait de fabriquer de la fausse monnaie sans qu'elle soit mise en circulation. La mise en danger d'autrui suppose, pour être consommée, le fait d'exposer autrui à un risque immédiat de blessure ou de mort. Alors, les intérêts de la distinction entre infraction matérielle et infraction formelle sont le point de départ de la prescription de l'action publique, le bénéfice des lois d'amnistie, etc. On arrive au troisième élément de ce cours, ou bien troisième partie, les éléments constitutifs de l'infraction. Alors, pour que la loi punisse, il faut qu'il y ait trois éléments. L'élément légal, pour qu'une action ou une abstention soit punissable, il faut qu'il soit prévu et réprimé par un texte de loi. Pas d'infraction, pas de sanction pénale sans loi. C'est le principe de la légalité des délits et des peines, introduit au Maroc par le Code pénal français de 1913. Alors, ce principe légalise est considéré comme un fondement. Le principe de l'égalité est considéré comme un fondement de la liberté individuelle et collective contre l'arbitraire du législateur et du juge. Il s'impose d'une part au juge en lui interdisant d'assimiler à une infraction un fait qui ne correspond pas à ceux définis par les textes. Et d'autre part, il s'impose au législateur en l'obligeant à édicter des lois claires et précises. Il lui interdit de conférer un effet rétroactif à une loi pénale plus sévère que l'ancienne. Alors, ce principe de l'égalité est fondé sur trois considérations. La première, d'ordre politique, c'est-à-dire qu'il concerne le maintien de l'ordre et sa limitation à tout ce qui est nécessaire à la vie paisible, et ce en limitant les actions de l'homme et ses comportements en faveur de la société. La deuxième considération relève de la politique criminelle, qui veut que c'est la loi qui doit déterminer ce qui est interdit de ce qui ne l'est pas.
Troisième considération, c'est la séparation des pouvoirs politiques dans un État. Et comme vous le savez tous, c'est un principe de l'État de droit pour limiter l'arbitraire. Alors le deuxième élément, c'est l'élément matériel. En principe, le droit pénal ne réprime pas les infractions pour le simple fait qu'il y a eu une intention criminelle. Ils ne pourront être réprimés que lorsque leur commission aboutit à un résultat. Pas d'infraction sans activité matérielle, c'est-à-dire par un comportement pénal qui révèle la faute pénale ou l'intention criminelle. C'est le comportement pénal déterminant un résultat dommageable qui constitue l'élément matériel de l'infraction consommée. Par contre, le résultat dommageable du comportement est différent lorsqu'il s'agit de l'infraction tentée. L'élément matériel est l'infraction consommée. Donc, il faut que l'acte soit consommé pour qu'il y ait une répression. Il y a aussi, dans cet élément matériel, l'infraction tentée. Il s'agit principalement de l'infraction non consommée. Donc, on ne peut pas s'arrêter uniquement dans une infraction consommée, mais il y a aussi dans cet élément matériel l'infraction non consommée, qui veut dire la tentative. Et la tentative, comme vous le savez tous, est sanctionnée pour les crimes et pour les délits. Bien sûr, quelques délits qui sont stipulés dans le texte. Alors, lorsqu'il s'agit d'un crime, la tentative est toujours réprimée, vu qu'il est assimilé au crime consommé. Alors que s'il s'agit d'un délit, sa tentative n'est punissable que lorsqu'une disposition spéciale de la loi le prévoit. Exemple, l'enlèvement d'une femme mariée, faux commis dans certains documents administratifs. Par contre, la tentative au niveau de la contravention n'est jamais punissable. Alors, le dernier élément, c'est l'élément moral. Pour qu'une action ou une abstention constitue une infraction punissable, il faut que l'agent ait commis une faute et que cette faute lui soit imputable. Qui veut dire que l'agent auquel l'acte est matériellement imputable ne sera coupable que s'il a commis une faute. Sachant qu'il n'y a pas les mêmes degrés dans la culpabilité, et que la faute génératrice de la responsabilité pénale n'est pas toujours de la même intensité. Il convient donc de faire la distinction entre deux sortes de fautes. La faute intentionnelle, qui est une faute au niveau de laquelle le délinquant est non seulement conscient de l'illégalité de son acte, mais il cherche à atteindre un but précis. Cette faute intentionnelle peut se présenter soit sous forme d'une volonté criminelle générale, ce qu'on appelle le dol général, qui se traduit par la conscience et la volonté de commettre une infraction, soit sous forme d'une intention précise, ce qu'on appelle dol spécial, qui se traduit par l'intention de violer la loi de manière à produire un résultat dommageable précis. Parfois, ce dol reste insuffisant pour déclencher la responsabilité pénale de l'agent. C'est la raison pour laquelle, dans de nombreuses infractions, la loi exige en outre un dol spécial ou spécifique. Parce qu'à défaut de cette intention précise exigée par la loi, l'agent n'est pas punissable sauf dans certains cas. Le dol peut également se présenter sous différentes formes. Exemple, le dol déterminé dans les conséquences préjudiciables de l'infraction appréciée au moment de l'action était nettement prévu
le dol aggravé qui suppose la préméditation antérieure à la commission de l'infraction. Alors, la deuxième condition, c'est la faute, ou bien le deuxième élément, c'est la faute non intentionnelle, au niveau de laquelle la faute trouve sa véritable place, vu qu'elle englobe quelque chose non voulu vraiment, et parfois il suffit à déclencher la responsabilité pénale au niveau de cette faute. Il peut s'agir soit d'une faute d'imprudence ou de négligence. Sans volonté criminelle, on les appelle aussi des infractions quasi-délictuelles. Exemple, le cas des infractions d'homicide involontaire et de blessure involontaire, soit d'une faute contraventionnelle qui est une faute nécessaire. Donc on va s'arrêter là et nous allons vous présenter d'autres éléments dans la vidéo suivante. Et au revoir.